On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode de On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, je reçois Stéphane Duval. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, nous allons parler de l'accueil des mineurs non accompagnés avec toi, mais avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, peux-tu te présenter s'il te plaît en quelques mots ? Eh bien, je m'appelle Stéphane Duval, je suis éducateur de formation. Je suis rentré dans le monde de l'éducation spécialisée en 85 et j'y suis toujours resté. J'ai une trajectoire professionnelle très classique, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, responsable de service éducatif, directeur adjoint et maintenant directeur. Et aujourd'hui, tu diriges un SAV ou un SAVI, à savoir un service d'accompagnement vers l'intégration. Peux-tu nous expliquer ce que c'est ? Je ne suis pas certain que tout le monde comprenne ce dont il retourne. Le SAVI, d'abord, c'est un terme qui est vraiment estampillé la vie active. C'est-à-dire que ce n'est pas une structure qui est connue ou reconnue. Nous sommes ce que l'on appelle une MEX, donc une maison d'enfants à caractère social, qui accueille normalement des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance tout à fait classique. Sauf que nous avons un accompagnement dédié auprès des mineurs non accompagnés, donc des jeunes qui sont issus d'un parcours migratoire, mais qui ont fait le choix de rester sur le territoire français pour s'y intégrer. Ils ont été évalués, si j'ai bien compris, par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Tout à fait. Comment ça se passe très concrètement ? Il y a deux voies. La première voie, c'est une voie tout à fait classique, c'est-à-dire que le jeune se présente spontanément ou est récupéré sur le territoire du département, puisque c'est une compétence du département. Il est dans ce cas-là orienté vers une structure d'accueil qui est aujourd'hui gérée par une association qui s'appelle France Terre d'Asile. Ils ont une structure sur Saint-Omer et une structure sur Arras. Et le jeune a donc se présente et dit qu'il est mineur, auquel cas France Terre d'Asile fait un signalement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Et le jeune doit être évalué dans les 5 jours par leur service. S'il est reconnu majeur, ça se termine comme ça. Et s'il est reconnu mineur, le juge des enfants est saisi. Et dans ce cas-là, il prononce effectivement une obligation pour le département de prendre en charge le jeune. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est ce qu'on appelle la répartition nationale. Devant la situation quelque peu problématique des territoires, le ministère de la Justice a décidé d'œuvrer sur une répartition nationale en partant du principe que plus un département est jeune démographiquement, etc., et plus il a les moyens d'absorber et d'accueillir d'autres jeunes. En conséquence, ils mettent des quotas, tout simplement. C'est-à-dire qu'un département qui est plutôt vieux, lui, va avoir des quotas très bas. Un département jeune va avoir des quotas plutôt hauts. Le département du Pas-de-Calais est un département jeune, en conséquence de quoi on lui envoie des jeunes qui sont évalués mineurs dans d'autres départements et qui arrivent sur le département du Pas-de-Calais. Alors, mineur veut dire moins de 18 ans. Quel âge ont les enfants, parce qu'il s'agit bien d'enfants, qui arrivent chez toi ? Alors, il y a 2 SAVI à la vie active. Il y a encore quelques semaines, je dirigeais les 2, mais compte tenu de l'augmentation des effectifs, il a été décidé en adéquation avec la direction générale de séparer les 2 services. Il y en a un à Boulogne et un à Béthune. Celui de Boulogne va accueillir des jeunes plus jeunes, 13-18. Celui de Béthune va accueillir des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à Boulogne, ils ont une structure collective pour mettre des plus jeunes. D'accord ? On accueille jusqu'à 30 jeunes dans un seul établissement, plus le reste en appartement diffus. Tandis que moi, sur Béthune, je n'accueille que des jeunes qui ont 15-16 ans jusqu'à 18 ans en appartement diffus. Par contre, la particularité de Béthune, c'est qu'on accueille et des garçons et des filles. Justement, j'allais te poser la question. En général, les migrants, comme on les appelle, sont plutôt des hommes. Et là, tu nous dis que justement, il y a aussi des jeunes filles ou des jeunes femmes, peu importe. En tout cas, il y a des filles. C'est aussi complexe à gérer, j'imagine. Non, c'est pas complexe à gérer. C'est complexe à partir du moment où on veut que ce soit complexe. Quand on a commencé à accueillir des jeunes filles, j'ai eu certains membres de l'équipe qui m'ont dit « Mais monsieur Duval, comment on va faire ?» Et en fait, il n'y a même pas à se poser la question, ça s'est fait de manière complètement naturelle. Ça ne pose pas de problème à partir du moment où c'est pas un problème pour nous, tout simplement. Ces jeunes qui arrivent, que ce soit des garçons ou des filles, qu'est-ce qu'ils font très concrètement ? Parce qu'ils ont alors entre 13 et presque 18 ans. Ils ont des cours, ils apprennent notre langue, parce que j'imagine qu'il doit y avoir une énorme diversité de jeunes garçons et de jeunes filles qui arrivent. C'est loin d'être évident de s'acclimater déjà à la France, qui plus est à la température dans le Pas-de-Calais. Comment ça se passe très concrètement là aussi ? Quand un jeune arrive, la première chose à faire, c'est de le rassurer et de lui dire que il peut maintenant poser ses valises.
Et ça, c'est la première chose à faire. Faut pas oublier que ce sont des jeunes qui parfois sont sur les routes depuis 1 an, 18 mois, voire même 2 ans, et qui ont vécu des choses assez dramatiques pour certains et surtout pour certaines. La notion de traite et d'exploitation sexuelle est un vrai sujet sur lequel on travaille énormément sur Béthune. Dès qu'ils arrivent, il y a plusieurs axes. C'est d'abord de déterminer quelle voie juridique on va utiliser pour leur permettre, ça c'est l'objectif premier, leur permettre à la majorité de pouvoir rester légalement sur le territoire français. Ça, c'est la priorité absolue. Donc nous avons à l'interne, au niveau de notre service, des juristes. C'est la juriste avec le jeune qui va déterminer quel type d'accompagnement juridique on va lui proposer. Soit, si c'est un jeune qui va venir, par exemple, d'un pays comme l'Afghanistan, ou c'est un jeune qui va être en danger dans son pays d'origine, on va plutôt partir sur une demande d'asile. D'accord ? Donc ça ne se traite pas du tout de la même manière que si on part sur des jeunes qui viennent d'Afrique francophone, Guinée, Sénégal, Mali, où là on va plutôt être sur des titres de séjour, avec des jeunes qui sont pour la plupart francophones. Donc selon la typologie du public qu'on va accueillir, on va travailler de manière un peu différente. Il y a un point commun, une chose qui est évidente, c'est que la priorité c'est de travailler le projet scolaire et professionnel. Pourquoi ? Parce que pour qu'un jeune, sur une demande de titre de séjour, puisse prétendre à ses 18 ans de rester sur le territoire français, il faut qu'il puisse justifier de 10 mois de scolarité qualifiante. Si vous accueillez un jeune de 16 ans qui va rentrer très vite dans un CAP d'électricien ou dans un BEP ou un bac pro de modélisateur 3D, parce qu'on en a, ça va être facile. Ça va se faire tout doucettement et on va y arriver. Quand vous accueillez un jeune de 17 ans et 6 mois qui ne parle pas la langue française, que vous devez lui apprendre le français parce qu'il ne pourra pas rentrer dans un cursus qualifiant tant qu'il n'aura pas acquis le français, les choses se corsent un petit peu. Mais ça, c'est le travail des équipes. Je te repose la même question. Comment vous faites dans ces cas-là ? Par exemple, ce jeune qui a 17 ans et quelques mois, que faire ? Il ne parle pas la langue, il ne connaît pas la culture, il a vécu parfois le pire, voire souvent ce qui est le plus difficile dans la vie, et certainement pas à cet âge-là. Comment vous faites très concrètement ? Eh bien, on essaye d'aller très très vite. Et on essaye surtout d'œuvrer sur une question partenariale. C'est-à-dire que si le jeune peut, pendant 5-6 mois, démontrer sa motivation, sa détermination, on enclenche tout ce qui peut être possible d'enclencher avant de passer le relais à des structures dédiées. Et si le jeune continue à être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, même s'il peut risquer certaines difficultés, en tout cas, il peut bénéficier de ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Et ce contrat jeune majeur est une forme de protection pour lui, puisqu'il est pris en charge par un service du département. Donc on essaye de jouer avec des structures, parce que nous, ils doivent sortir normalement de chez nous quand ils ont 18 ans et 3 mois, par exemple. Normalement, c'est l'âge à laquelle on nous demande de les sortir. Si on a des profils particuliers, le département accepte qu'on aille un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut accompagner des jeunes jusqu'à 18 ans et demi si on arrive à justifier de la nécessité de prolonger l'accueil chez nous, parce qu'effectivement, s'il sort, il peut se retrouver en difficulté par rapport à la loi, voilà. Donc on peut négocier ça avec le département. On a la chance d'être dans un département, et j'insiste parce que il faut rendre à César ce qui est à César. Le département du Pas-de-Calais est un département bienveillant par rapport au public que nous accompagnons, ce qui n'est pas le cas dans d'autres départements. On a un prix de journée qui nous permet de fonctionner correctement. On a des moyens et on a des rapports avec le département qui sont plus que constructifs et qui nous permettent d'avancer. Si vous prenez des départements même limitrophes au département du Pas-de-Calais, c'est pas toujours le cas. Merci pour ces premières informations, parce que très honnêtement, je ne connaissais pas le sujet, et encore une fois, j'imagine que ces garçons et ces filles ont vécu des choses extrêmement difficiles. Et merci aussi d'avoir rappelé que c'est pas tout à fait la même chose lorsqu'on vient d'Afrique subsaharienne, qu'on est francophone, et puis quand on vient d'Afghanistan, ou qu'on est né dans un autre pays et qu'on ne parle pas du tout la langue. Et là, c'est d'autant plus urgent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous développez les choses ? Parce que ces enfants, pardonne-moi d'employer encore ce terme, mais ces jeunes, je sais que vous les chouchoutez, entre guillemets, et que vous voulez quelque part faire en sorte qu'ils soient le plus intégrés possible pour qu'ils aient une vraie vie, même si elle a commencé de manière un petit peu difficile. Je me fais un point d'honneur à être présent à chaque fois à l'accueil des jeunes, et à leur sortie aussi d'ailleurs, pour leur donner la parole que porte le service. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont chez nous, d'abord on leur dit maintenant c'est bon, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Si tu as 16 ans, pendant 2 ans, on sera avec toi, on va t'accompagner. Et il faut vraiment inclure dans le discours cette notion de protection. Tu es un mineur protégé, tu es pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et en conséquence, tu es protégé par nos services. Si tu as besoin d'être entendu par les éducateurs, tu vas avoir une équipe éducative autour de toi.
La nuit, tu as des surveillants de nuit qui vont te protéger également. Et puis, tu vas avoir des personnes qui vont t'aider au quotidien. Il y a une juriste qui va t'accompagner sur ton dossier juridique. Il y a un professeur de français langues étrangères qui va te donner des cours pour commencer. Même si tu parles français, on va faire une remise à niveau, etc., etc. Tu as une psychologue qui peut t'écouter pour peut-être aussi évacuer tout ce que tu as connu dans ton parcours. Il y a un homme d'entretien qui va être là pour réparer les petits soucis dans les appartements, etc., etc., etc. Il y a une TISF qui est chez nous aussi pour l'aider dans tout ce qui est gestion du quotidien. J'en oublie certains, etc. Enfin bref. Donc ça, c'est la première chose qu'on essaye de faire avec le jeune. Mais il y a quand même quelque chose que je leur précise. C'est que quand on rentre dans une maison, quelle qu'elle soit, on doit respecter les règles de la maison. Et c'est un point essentiel. Alors, je dis ça, je ne sais pas si c'est une relation de cause à effet, mais c'est un point que j'évoque souvent auprès de personnes qui m'interpellent en me disant « Ah oui, mais bon, les jeunes, il y en a beaucoup, etc. etc. » Le taux de délinquance des jeunes du Savy de Béthune, depuis 4 ans, il est de 0. J'ai jamais un jeune qui se fait choper en train de piquer un truc dans un magasin, j'ai jamais de problème de bagarre, bon, ils se chamaillent de temps en temps, mais comme s'ils savaient aussi que la notion de protection, ça passe aussi par une notion de respect des règles. Et c'est un vrai sujet que de dire à un jeune, quand tu arrives quelque part, il faut que tu respectes les règles. En somme, ils sont conscients de la chance qu'ils ont, et je reprends ce que j'ai dit chouchouté tout à l'heure, et je te voyais tiquer. Tu as expliqué gentiment que, quelque part, les règles de la maison sont les tiennes et qu'il faut les respecter parce que c'est tout simplement l'intégration dans un nouveau pays, c'est ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'intégration possible si le lieu d'accueil ne souhaite pas intégrer et si le jeune ou la personne qui arrive ne veut pas s'intégrer. C'est-à-dire qu'un phénomène d'intégration, c'est un phénomène mutuel. Ça ne peut pas être une seule personne. Vous pouvez demander à un jeune, oui, je veux m'intégrer. Si le lieu d'accueil ne veut pas intégrer, ça ne marchera pas. Et inversement, c'est pareil. Donc ce partage de motivation sur l'accueil, il est essentiel pour que ça puisse marcher. Et comme tu le dis, pas de mauvaise surprise, 0% de délinquance, ce qui veut dire que les jeunes sont conscients, comme je l'ai dit, mais surtout, ils acceptent tes règles. Exactement. Je peux mettre un même parallèle sur les résultats scolaires. Je viens de faire un peu le point sur les bulletins scolaires du premier trimestre qui sont arrivés au mois de décembre. J'ai 0 avertissement sur l'ensemble des jeunes du service. Par contre, des félicitations, des tableaux d'honneur, des encouragements, j'en ai pléthore, quoi. Donc, ça veut dire que ce sont des jeunes qui ont compris ce qu'ils devaient faire, le sens de ce qu'ils devaient faire et comment ils devaient faire pour s'intégrer au mieux dans la société. Donc, Stéphane, tu es en train de tordre le cou à toutes les idées reçues sur ces MNA, comme on les appelle, pardonnez-moi pour l'acronyme, les mineurs non accompagnés, qui, quelque part, viennent mettre la chienlit dans le pays. Ce n'est absolument pas ça. C'est complètement faux sur le territoire du Pas-de-Calais. Il peut y avoir des jeunes qui basculent à un moment donné dans des réseaux, parce que c'est vraiment la question du réseau qu'il faut analyser, et qui provoquent effectivement des troubles à l'ordre public. L'adage de certains qui voudraient dire que tous les mineurs non accompagnés sont des violeurs, des voleurs et des assassins, puisque je l'ai entendu déjà, c'est faux. C'est complètement faux. Et c'est une idée que j'essaye, à mon niveau, de combattre régulièrement et dès que je peux. Leur quotidien de tes jeunes, il y a évidemment l'école, il y a l'accompagnement, tu l'as dit, juridique, psychologique, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'équipe éducative, elle a une responsabilité par rapport à l'accompagnement de ces jeunes. J'allais dire que la pierre angulaire, c'est l'équipe éducative. C'est eux qui voient les gamins tous les jours. Ils ont l'obligation de voir le jeune au moins une fois par jour, visuellement, parce qu'ils sont en appartement. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des structures collectives, ils vivent en appartement, en colocation, à 2, 3. On a quelques logements pour les plus autonomes, un seul. Et donc le boulot de l'éducateur, c'est de passer le matin pour vérifier si l'appartement est en bon état, si le gamin n'est pas allongé en train de jouer à la PlayStation dans son lit, et de passer le voir le soir pour savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des soucis particuliers, etc. Et de veiller à ce que le quotidien de ce jeune se passe pour le mieux. Est-ce que tu as des problèmes de santé, comment tu te sens, etc. J'ai envie de faire du sport, ok, bon, on va te trouver un club de sport, j'ai envie de faire du foot, etc., etc. Ça, c'est vraiment le boulot de l'éducateur. Et puis, dans cet accompagnement au quotidien vers la scolarité, vers les dispositifs de droit commun, etc., il y a effectivement des interventions ponctuelles de la juriste, de la psychologue, de la TISF, qui vont venir se poser là où il y a nécessité de se poser. Si on est effectivement dans un accompagnement particulier autour d'une demande d'asile, c'est un gros travail, une demande d'asile pour une juriste. Parce que c'est préparer les jeunes à l'entretien à l'OFPRA, c'est parfois aller chercher des situations compliquées. Quand vous venez d'un pays en guerre, vous avez vu des choses qui ne sont pas forcément faciles à digérer.
Et le jeune va devoir se confronter à cette évocation à l'OFPRA. Donc la juriste doit le préparer à ce type d'entretien si cela s'avère nécessaire. Par contre, certains jeunes vont demander plus un soutien ils postulent pour un contrat d'apprentissage, parce que le contrat d'apprentissage, là aussi, il faut le dire, c'est un vrai levier pour nous. Tous les jeunes qui vont en apprentissage chez des patrons, on n'a que des retours dithyrambiques, jamais d'échecs. Ça, c'est une réalité et ça aussi, c'est une constante. Et justement, j'allais te demander comment les patrons se comportent. Tu viens de répondre en partie, mais finalement, le monde de l'entreprise est toujours là pour intégrer un jeune, un moins jeune. C'est ça qui est formidable dans notre magnifique pays. On parle beaucoup actuellement des métiers en tension. Longtemps, je me suis posé la question, mais comment je peux réussir à créer du lien entre des patrons qui recherchent des salariés à former et, j'allais presque dire, une main-d'œuvre que moi j'ai dans mon service. Et donc, on a commencé à travailler le partenariat et le réseau. On arrive aujourd'hui à avoir des patrons. J'ai un boulanger, par exemple, à l'esprit. Je pense que ça doit être au moins le 5e jeune qui me prend depuis qu'on a ouvert le service en 2017. Alors, je peux le nommer parce que c'est un vrai partenaire. C'est la boulangerie François à Béthune. Je lui avais posé la question une fois en lui disant « Mais monsieur François, vous n'avez pas un souci avec le nombre de jeunes que vous prenez de chez moi ? Genre, les gens, quand ils viennent, ils doivent se rendre compte que quand même beaucoup de jeunes qui viennent de pays étrangers, etc. » Il m'a répondu « Monsieur Duval, qu'il y en ait un qui vienne me dire quelque chose. Je lui proposerai éventuellement de venir travailler chez moi, parce que des Français, je n'en trouve pas. » Des jeunes, par contre, et je me souviens du premier jeune qui nous a recrutés, il m'avait appelé quelques semaines après en me disant « Monsieur Duval, je vous appelle parce que j'ai un problème avec Saïbou. » Je lui dis « C'est quoi le problème ?» J'étais un peu inquiet. Il me dit « Il arrive à la boulangerie avant moi. » Et ça ne le fait pas. Donc j'aimerais bien qu'il arrive après moi et non pas avant moi. Donc Saïbou aujourd'hui, donc c'était en 2018 qu'il l'a pris en apprentissage. Il lui a fait une mention complémentaire, etc. Aujourd'hui, Saïbou est toujours chez lui et il est même monté en grade puisqu'il occupe un poste privilégié, on va dire, dans la boulangerie. Depuis, il m'a pris un pâtissier, il m'a repris 2 autres boulangers. Enfin bref, voilà. J'ai des exemples pareils avec des carrossiers. On a commencé à travailler avec un carrossier au mois de septembre. On lui a mis un jeune en immersion une semaine. Au bout d'une semaine, il a dit c'est bon, je le prends. Il a pris le jeune. Alors on a eu quelques freins. On a toujours des freins administratifs qui sont un peu compliqués. 3 semaines après, il appelle l'éducateur et il dit à l'éducateur je voudrais le même, un autre, mais le même. Alors on lui a dit non, le même c'est pas possible. Le premier il était unique, on va essayer de vous en mettre un deuxième. Il a pris un deuxième jeune et il a dit c'est nickel. Donc il les a pris à 2. Très clairement, le SAVI, alors qui est spécifique à la vie active, c'est la grande école de la vie. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une bonne harmonisation entre deux, j'allais presque dire, entre deux publics, entre deux populations, entre des cultures qui se rencontrent. Voilà. Ça ne pose pas de souci, il n'y a aucun problème. J'ai jamais eu de problème avec des employeurs. On a aujourd'hui certainement, je pense, une 12aine de jeunes qui sont en apprentissage. Sur Boulogne, je pense que ma collègue en a peut-être un peu plus parce qu'il y a un autre marché sur Boulogne qui est le poisson et ça ça aide aussi beaucoup. Donc tout ça fait qu'effectivement, en exploitant le contexte territorial, économique, on arrive à répondre à des besoins qui sont des besoins non pourvus, classiquement, on va dire, par le public français. Donc, chères auditrices et auditeurs, vous l'avez bien compris, nous sommes en train de tordre le cou à toutes ces images, non pas du Pas-de-Calais, mais d'Épinal, autour du MNA, du jeune, le mineur non accompagné, qui, pardonnez-moi l'expression, met un petit peu la zizanie et sème la zizanie. Donc, merci pour toutes ces success stories. Et il faut aussi rappeler que les entreprises, quelque part, les patrons, les petits patrons que j'aime tant, bien, sont aussi là pour mettre les choses en avant. Et ce sont, encore une fois, de magnifiques réussites. Et ton SAVI, entre autres, en est responsable. Stéphane, tu sais que nous sommes en 2025 et que l'année prochaine, il y a les municipales et l'année d'après, il y a les présidentielles. Et j'imagine que, dans un secteur comme le tien, les incidences politiques sont réelles. Est-ce que tu peux nous en parler ? Il y a un contexte politique qui vise éventuellement à pointer du doigt certaines catégories de population, en particulier s'ils ne sont pas issus de l'Union européenne. Et on sent qu'il y a des choses qui se tendent. C'est-à-dire que même si on n'a pas aux manettes un parti, on va dire, ou en tout cas des représentants qui vont faire de la lutte contre l'immigration leur fer de lance, on sent qu'il y a des choses qui se tendent, que ce soit dans les autorisations, que ce soit dans les autorisations d'accès au logement, par exemple, dans la régularisation. Il y a des petits signaux qui nous laissent penser que les choses vont se tendre un petit peu. Même si on peut toujours aujourd'hui mettre en avant l'excellente collaboration avec le département du Pas-de-Calais qui nous aide véritablement sur ces aspects-là.
Moi, c'est plus le contexte qui m'inquiète. C'est-à-dire que si demain, il y a effectivement des présidentielles et je ne sais pas quelle sera l'issue, j'ai une vocation à voir ce qui va se passer, nous restons sur une compétence du département. Ça veut dire que pour l'instant, moi, je compte sur le département et ceux qui donnent le tempo de notre accompagnement, c'est bien eux. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres départements. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, certains départements avaient pris la décision de ne plus accompagner les mineurs non accompagnés en rejetant systématiquement l'accompagnement de ces jeunes. Bon, ils ont été retoqués par le Conseil constitutionnel et donc ils ont eu l'obligation de le prendre en charge. Mais en tout cas, ça laisse entrevoir quand même un débat politique qui va s'installer dans les années à venir, c'est évident. Même sur un plan international, on voit bien que la question de l'immigration et des flux migratoires est un vrai sujet à tous les niveaux. Et cette question-là va être une question existentielle, effectivement, dans les mois et les années à venir. Alors justement, si tu avais une baguette magique, que changerais-tu ? Alors si j'avais une baguette magique, je pense que j'irais taper avec ma baguette magique sur la tête de certains gouvernants pour essayer de leur faire changer leur vision des choses, leur dire que ce n'est pas dans l'exclusion, le rejet et l'intolérance qu'on va trouver réponse à nos questions, mais c'est bien des solutions qu'on va trouver dans l'aide, dans l'accompagnement et dans le soutien. D'autant plus que ça marche, en tout cas, par chez toi. Tout à fait. Que tu as de magnifiques success stories. Et justement, est-ce que ces success stories de ces jeunes qui sont devenus majeurs, est-ce que tu peux nous en parler ? Tu as cité évidemment ce boulanger, mais il y en a plein d'autres, je suppose. En fait, quand on pense au MNA, alors j'ai parlé de métier en tension, mais on a aussi des jeunes qui ont des parcours exemplaires. On a une jeune qui est rentrée l'an dernier, qui a fait une première année de médecine, qui finalement est partie sur une formation d'infirmière parce que c'était vraiment compliqué, mais en tout cas, elle a testé. Il y a un autre jeune dont je peux parler parce qu'on l'a souvent mis en avant. C'est un jeune qui est arrivé en 2018 ou 2019. Hamza était venu, c'était un jeune qui est arrivé chez nous dans le cadre de la répartition nationale, justement. Et quand il est arrivé chez nous, il avait 16 ans et demi. Le jour où je le vois en entretien, il me dit « je veux être ingénieur ». Alors je lui dis « Hamza, ingénieur, 16 ans et demi, t'as pas le bac, c'est 5 ans d'études, ingénieur, ça va être compliqué ». Et il me dit « ne vous inquiétez pas ». Et donc, il se présente à son lycée. En 18 mois, il obtient son bac scientifique avec, je crois, 17 de moyenne générale. Et il était venu me voir auparavant pour me dire « Mais monsieur Duval, je veux vraiment rentrer en école d'ingénieur. » Donc moi, je lui réitère encore les difficultés en disant « Tu sais, c'est difficile. » Et il me dit « Ne vous inquiétez pas. » J'avais eu écho d'un programme sur le département du Nord qui s'appelle Émergence, qui est un programme géré par un bailleur social qui s'appelle Areli, qui permet à des jeunes issus de milieux défavorisés d'accéder à des grandes études. Donc il y a à peu près 250-300 jeunes qui se présentent et ils en sélectionnent 50 sur une sorte d'entretien, etc. En fonction. Alors il faut avoir le bac avec mention, c'est une obligation, il faut être issu d'un milieu défavorisé, etc., etc. Il se présente et il est retenu. Donc il rentre dans le programme Émergence et pendant ces 2 années, il fait une prépa scientifique, d'école d'ingénieur, qu'il termine brillamment avec 14 de moyenne générale. Et il y a quelques mois, il y a 18 mois, il m'a envoyé un mail en me disant je voulais vous informer que j'ai trouvé une formation d'alternance avec une entreprise sur Paris et je rentre à Polytech. Donc il rentre en école d'ingénieur avec une alternance et il me termine son mail en me disant et dans 3 ans, je vous invite à ma remise de diplôme, Inch'Allah. En fait, le programme Émergence, c'est un programme de parrainage. Donc, il avait un parrain qui l'a accompagné. Et quand j'avais été rencontrer Hamza et son parrain, le parrain me disait, mais il m'a tellement bluffé et scotché quand j'ai eu les entretiens. Et je lui avais posé la question, mais qu'est-ce qui fait que tu veux être ingénieur ? Et il lui avait répondu, quand j'étais en Méditerranée au fond du bateau, parce que je ne savais pas nager, que j'étais pétrifié, la seule chose qui m'a permis de tenir, c'est mon rêve de devenir ingénieur. Je ne sais pas quoi dire après une si belle histoire et je pense qu'il y en a plein d'autres des Hamza et on va évidemment croiser les doigts pour qu'il ait son diplôme. Enfin, on n'a pas besoin de croiser les doigts puisque il a une telle motivation qu'à mon avis, il va sortir limite major de promo, peut-être dans les 3 premiers, dans le pire des cas. Donc Hamza, si tu nous entends, évidemment, on te salue et on te soutient. Alors, il y en a une autre. C'est une jeune fille qui est arrivée chez nous très jeune, qui a démontré très vite des capacités assez importantes en termes de scolarité. Vraiment, une gamine brillante qui va passer son bac ici en fin d'année, qui est plus chez nous parce qu'elle est sortie, elle est majeure maintenant. Cette jeune a eu la particularité il y a 2 ans maintenant, enfin il y aura 2 ans ici à l'été, d'avoir participé à un film dans lequel elle est actrice principale, un film qui va sortir l'été prochain, qui s'appelle L'été de Jaya. Cette jeune s'appelle Noura, et c'est une jeune qui passe son bac et qui aura son bac avec certitude, et qui est en train de faire en parallèle depuis 2 ans maintenant une prépa Sciences Po.
elle va en cours, où elle obtient des notes brillantes, et en même temps, elle va à Sciences Po à Lille, où elle fait une prépa, puisque son rêve, c'est de travailler dans la communication. Cette jeune, via La Voix de l'enfant, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, elle a intégré la commission jeune de la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme. Elle fait partie des quelques jeunes qui représentent la jeunesse de ce pays sur tout ce qui concerne les droits de l'homme. Cette jeune fille, je pense, a des capacités suffisantes, on va dire, pour jouer un rôle capital dans la société française dans les années à venir. Ça, c'est une certitude. Alors, on salue évidemment Noura. On verra dans quelques années. Peut-être que dans quelques années, elle sera ministre. On le lui souhaite. C'est marrant parce que je lui ai parlé de ministres issus de l'immigration qui ont eu des parcours, on se souvient tous de Ramayad ou Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, qui aujourd'hui préside France Terre d'Asile, je crois. Et je me souviens avoir eu une discussion avec Noura une fois où j'avais dit, mais tu sais, parce qu'elle voulait partir dans la communication. Alors, la communication, c'est bien, mais qu'éventuellement, elle pourrait certainement prétendre à autre chose. Et compte tenu de son parcours, elle pourrait certainement viser quelque chose de plus influent encore. Et je lui avais parlé de ces profils-là, et elle m'avait dit ça m'intéresse. Comment tu es arrivé à la vie active? Ça fait 27 ans, l'année de la Coupe du Monde, 1998. Tu as commencé en 1985 comme éducateur spécialisé. Ton parcours est absolument incroyable parce que tu es aussi passé par Calais, non loin d'ici, mais je parle de la jungle de Calais, c'était il y a une dizaine d'années. Explique-nous ton parcours sans pour autant y passer des heures, mais rien dans la vie n'arrive par hasard, nous le savons tous. Explique-nous comment tu es arrivé à la vie active il y a 27 ans. Je suis un pur fruit de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que toute ma carrière, c'est la protection de l'enfance, depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, puisque j'y suis toujours. Il y a eu ce petit intermède, on va dire, calaisien, qui m'a fait quitter la protection de l'enfance pour finalement mieux y revenir. Très clairement, j'avais l'impression de ne pouvoir faire que ça. Donc protection de l'enfance classique, on ne peut plus classique. Et quand j'étais sur mon poste de directeur adjoint, à un moment donné, peut-être le sentiment, dans les années 2013, j'étais en CAFDES, je venais de rentrer en CAFDES, donc certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement. Je commençais à tourner en rond et je me disais que ça serait bien que je fasse autre chose. Et puis, pour la petite anecdote, j'ai reçu un appel de Sabrina Richer, donc l'attachée de direction du directeur général, un vendredi, qui m'a dit le directeur général veut te voir. Donc, dans un premier temps, on fait gloups, parce que c'est quand même pas forcément une bonne nouvelle, toujours. Et puis, elle m'a dit, il vient te voir lundi matin dans ton bureau. Donc, j'ai vu débarquer le directeur général dans mon bureau un lundi matin. Et très vite, il m'a rassuré. Et il m'a dit, j'ai un truc à te proposer, mais c'est pas un poste de directeur. Et je vous jure qu'il me l'a dit comme ça. Il me dit, en fait, tu vas être maire. Donc, je lui dis maire, mais ça veut dire quoi? Et en fait, il m'a fait un dessin. Il m'a dit, voilà, ça va être ton établissement. Et autour, il y aura une ville. Et cette ville, ça sera la jungle de Calais. Et il avait sans doute des prédispositions à voir ce qui allait se passer, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai été intégré au projet. Le 25 décembre 2014, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, débarquait à Calais pour valider le projet. Et début janvier, on commençait le projet de Calais. Comment tu en arrives à finalement toujours t'occuper de ces mômes? Parce que, honnêtement, il n'y a pas de hasard dans la vie, je le redis encore une fois. Tu es en plus vice-président de la Voix de l'enfant, pardon. Donc il n'y a vraiment aucun hasard, Stéphane, dans ta carrière. D'où ça te vient? Je sais pas. Je rebondis sur l'épisode calaisien, parce que Calais, ça a été une particularité, en deux mots, où on a vraiment été dans une gestion, alors j'aime pas le terme, mais pourtant c'est une réalité, on a été dans une gestion humaine de masse. C'est-à-dire que une structure comme celle de Calais, il n'y en a qu'une en France. Très clairement, en France métropolitaine, il n'y en a qu'une. Calais a été une expérience extraordinaire, mais ça m'a aussi frustré dans mon métier d'éducateur. C'est-à-dire que vous ne gérez pas l'individu en tant que tel. Cette gestion de masse, elle m'a bousculé dans mon identité d'éducateur. C'est pour ça que, dernièrement, j'ai revendiqué auprès du directeur général le fait de me séparer du SAVI de Boulogne, parce que je ne connaissais pas les gamins de Boulogne. C'est-à-dire que, à partir du moment où je n'arrive pas à retenir les prénoms des gamins, c'est tout bête, hein. J'ai 80 jeunes sur Béthune, je me force à être là à l'accueil, à être là au départ, etc. Et je me force à retenir les prénoms. Ça me vaut parfois quelques petits échecs et quelques éclats de rire de certains gamins, mais je me force à connaître les prénoms. Et je pense que cette démarche-là, c'est remettre le jeune et l'individu
au cœur de notre métier. C'est-à-dire que je ne veux plus de gestion collective. Parce que il y a encore un an, enfin un peu plus qu'un an, je gérais le SAVI de Boulogne, le SAVI de Béthune, le dispositif humanitaire de Calais et Intégrapsy. Ça faisait 4 services, ça faisait beaucoup. Alors ça se gérait avec beaucoup de difficultés, mais finalement le but c'était de lâcher un peu des services, d'abord ça c'est une position d'association, d'avoir un directeur par service, ça je conçois que c'est la meilleure solution, et puis surtout que le directeur connaisse les jeunes qui l'accompagnent. Et ça, c'est sans doute une volonté de ma part, à quelques années de la retraite, de terminer en remettant l'individu au cœur de mes préoccupations de directeur. Tu me dis que tu es à quelques années de la retraite, mais qu'est-ce que tu préfères dans ton job, Stéphane ? L'autre. C'est-à-dire que je peux voir un jeune pour préparer son contrat jeune majeur. Je me fais une obligation de rencontrer les jeunes pour préparer leur contrat jeune majeur, d'être là au moment où ils vont sortir, de rappeler leur parcours, etc., etc. Parce que ça a du sens pour eux. Et si ça a du sens pour eux de me rencontrer, ça a du sens pour moi. On ne s'attache pas à ces jeunes ? Bien sûr qu'on s'attache à eux, mais on s'attache à eux dans leur globalité. Enfin, c'est au métier qu'on s'attache, c'est au public. Chaque jeune, j'ai des bons et j'ai des souvenirs. Parfois, il faut les revoir pour les recadrer. Hein. La semaine dernière, j'ai encore vu un jeune pour lui refaire une remontée de bretelles, mais qui aime bien châtie bien. Donc, je dis toujours aux éducateurs, parce que parfois les éducateurs peut-être ont un peu de, pas tous, hein, mais certains vont avoir dit, bah oui, mais bon, compte tenu de leur parcours, etc. Mais je dis, mais c'est votre boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir de temps en temps les recadrer, parce qu'ils ont besoin de ça. J'ai une petite histoire à ce sujet. J'avais un jeune, il a une voix, mais je ne sais pas s'il se mettait à chanter ce qu'il serait, mais il a une voix énorme, d'accord. Et c'est un jeune qui avait beaucoup de mal à se canaliser, etc., qui posait pas de problème de comportement, mais qui était fatigant. Et puis un jour, pour la 2e ou 3e fois, je l'ai vu dans mon bureau et je lui ai fait une remontée de bretelles. Mais alors, je crois que j'ai crié plus fort que lui. Il est sorti de mon bureau. Ça fait 2 mois que c'est arrivé. Et depuis 2 mois, les éducateurs disent « Nickel, plus rien ». Et dernièrement, il est venu me voir, prépare un CAP de carrossier, et il avait fabriqué une voiture en fer qui m'a ramené dans mon bureau en cadeau. Et la voiture est noire avec les 2 portières blanches, vous voyez, comme si c'était marqué police, mais au lieu que ce soit marqué police, c'était marqué Duval. Il est venu, il m'a posé ça sur mon bureau en se marrant et il est parti. Le soir où il y a eu cette altercation, l'éducatrice le voit, lui dit « Mais tu te rends compte dans quel état M. Duval s'est mis à cause de toi ?» Et il lui a répondu « J'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on me donne des limites et j'ai besoin qu'on me recadre. » Depuis ce temps-là, il fait attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, etc., etc. C'est un jeune qui passe bien au niveau de la scolarité, mais même au niveau de la scolarité, il y avait des petits soucis de voilà, de temps en temps ça montait, et depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais aux jeunes, il faut que tu respectes, parce que ça fait partie, le respect des lois, le respect du cadre fait partie de l'apprentissage de chez jeunes. J'ai envie de te dire, Stéphane, que tu es le daron. Il m'appelle Papa Duval. Mais à Calais, j'étais le boss. Les gens m'appelaient boss. Aujourd'hui, il y a une notion de... Alors, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais il y a une notion de chef de village. Il y a quelqu'un à la tête de ce truc. Et cette expérience calaisienne m'a amené cette compréhension de dire il faut qu'il y ait quelqu'un à la tête du truc, quoi. C'est tout. Dernière petite anecdote. Je suis à Calais. Démantèlement. Arrêt de l'activité à Calais. Je reste pendant quelques semaines, quelques mois... comme ça, le DG me dit bon, on va te trouver quelque chose, t'inquiète pas, etc. avant que la structure MNA ouvre. Et lors d'un déplacement à Paris, j'étais parti porte de la Chapelle pour rencontrer un collègue. Je repars le soir et je reprends les couloirs du métro et je sens derrière moi quelqu'un qui me colle. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et je me dis il va se passer quelque chose, soit le mec il va me braquer ou j'en sais rien. Et j'entends une voix qui me dit boss. Je me retourne et je tombe face à un gars. En fait, il était à Calais quand j'étais directeur. Lui me connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas. Quand je parlais tout à l'heure de gestion de masse, aujourd'hui, je me dis ça a été un événement fondateur dans mon parcours professionnel parce que c'est là où je me suis dit, mais finalement, c'est terrible parce que lui te connaît, te reconnaît, il te donne une compétence, il te donne une reconnaissance et toi, tu n'es pas capable de dire « Ah bah oui, je l'ai connu. Je me souviens de lui, je me souviens de son prénom, etc. » Et je pense que ce cheminement m'a amené aujourd'hui, à un moment donné, de dire « Il faut que je reparte aux fondamentaux. » de ce qu'est un éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'inscrire dans un accompagnement individualisé, personnalisé par rapport à un jeune, un individu, etc., quoi. On revient toujours aux sources. Dernière question pour toi, Stéphane, et crois-moi, elle est loin d'être facile. Si je te dis la vie active, que me réponds-tu du tac au tac ? Il y a plein de trucs qui viennent du tac au tac.
humaniste et fraternel. Bien, on va se quitter là-dessus. Alors, sachez-le, chers auditrices et auditeurs, Humaniste et Fraternel, c'est la signature de La Vie Active, l'association. Donc, je comprends parfaitement. Tu viens de nous montrer que tu étais un magnifique humain, avec beaucoup de fraternité, avec aussi un côté daron, le fameux boss qui est absolument incroyable. Et tous ces jeunes, finalement, ils sont extrêmement heureux, et là je parle des mineurs non accompagnés, d'avoir finalement un deuxième père, une sorte de père de substitution. Alors je me doute bien que tu vas refuser ce terme-là parce que tu n'es pas leur papa, mais quelque part pour eux, tu as cette fameuse figure de père qui est absolument fondamentale, surtout quand on a vécu parfois l'enfer comme eux. Donc merci à toi Stéphane, c'était absolument passionnant, et tu reviens quand tu veux nous raconter d'autres anecdotes, et surtout des success stories, comme on dit là-bas. Ça marche, pas de problème. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez le boss, Stéphane Duval, vous pouvez soutenir l'association, parce que oui, l'association La Vie Active a besoin de soutien, et de deux manières. Alors, la première, elle est extrêmement simple. Vous allez sur le site vieactive.fr, vous cliquez sur la rubrique dons, D-O-N, et vous donnez ce que vous voulez. Il n'y a pas de petits dons, donc allez-y, donnez, parce que, bien justement, La Vie Active a besoin d'avoir des super boss, des super darons comme Stéphane. Et puis pour s'occuper, évidemment, de mineurs non accompagnés, mais aussi de toutes les personnes en vulnérabilité. Et puis l'autre manière de soutenir, cette fois-ci plutôt le podcast, eh bien c'est de mettre 5 étoiles sur Apple et sur Spotify, donc on compte sur vous. Et encore une fois, merci à toi, Stéphane, c'était absolument passionnant. À très bientôt pour un nouvel épisode, dont on est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.